Dans cette vidéo, nous allons traiter une série de QCM portant sur la microéconomie, précisément sur le thème consommateur. Donc, notre premier QCM dit quoi? On dit l'étude de la microéconomie comprend l'étude, petit a, de la croissance du PIB et de l'emploi, petit b, du nombre d'emplois et du revenu global généré lorsque l'économie croît, petit c, de la façon dont les entreprises, les travailleurs, les consommateurs et les investisseurs interagissent et prennent des décisions sur le marché. Pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que la microéconomie. Donc, dans l'économie, il y a deux grandes branches. On a la microéconomie d'une part et la macroéconomie d'autre part. La macroéconomie se définit comme l'étude globale de l'économie, c'est-à-dire l'étude de l'économie d'un pays dans son ensemble. Elle vise à résoudre les problèmes tels que les problèmes de chômage, d'inflation. Indirectement, elle cherche aussi à, on peut dire, améliorer la situation financière et économique d'un pays, c'est-à-dire accroître la richesse d'un pays qui est mesurée généralement par l'indicateur PIB. Donc, lorsque nous regardons la première proposition à la croissance du PIB et de l'emploi, on sait que le PIB est un indicateur macroéconomique. Donc, le petit a est éliminé puisqu'il s'agit de la microéconomie. Le petit b, on dit du nombre d'emplois et du revenu global généré lorsque l'économie croît. Lorsqu'on parle de croissance, il s'agit de la macroéconomie. L'économie d'un pays, c'est de manière globale. Lorsqu'on parle d'emploi, il s'agit d'une donnée et puis d'une étude de la macroéconomie qui porte par exemple sur le chômage. Donc le B aussi est éliminé. Sachant qu'il y a trois propositions, si le A est éliminé, le B est éliminé, il reste uniquement le C. Qu'est-ce que dit le C? De la façon dont les entreprises, les travailleurs, les consommateurs et les investisseurs interagissent et prennent des décisions sur le marché. Cela correspond idéalement à la définition de la microéconomie. Parce qu'on définit la microéconomie comme la branche de l'économie qui étudie le comportement individuel des agents économiques. Et les agents économiques peuvent être des entreprises, des travailleurs, des consommateurs. Après avoir étudié le comportement individuel des agents économiques, la microéconomie va étudier l'interaction de ces agents sur les marchés. Donc on dit et prennent les décisions sur les marchés. Étudier l'interaction de ces agents sur les marchés consiste à comprendre comment ces différents agents économiques effectuent les décisions sur ces marchés. Donc pour le premier QCM, nous allons prendre la proposition QCM, nous allons prendre la proposition C. Allons pour la deuxième question à choix multiple. On dit la fonction d'utilité d'un consommateur est U, on va noter ça ici, U de IS1, IS2 est égal à IS1, IS2 au carré. On dit si les prix des deux biens sont égaux à 1, on va dire soit P1 et P2, P1 le prix de 1, IS1, P2 le prix de IS2, on dit P1 et P2 sont égaux et égal à 1. Quelle fraction de son revenu ce consommateur va-t-il consacrer à l'achat du bien 2? Donc, on sait que le consommateur consomme avec un revenu R. Et à l'équilibre, le revenu du consommateur est égal à la dépense. Puisqu'il consomme deux biens IS1 et IS2, ses dépenses seront en bien 1, P1 IS1 et en bien 2, P2 IS2. Sachant que P1 égale à 1, donc ça fait R est égal à IS1 et P2 égale aussi à 1, ça fait plus IS2. Donc ici on a R est égal à P1 plus IS2. On nous pose la question, quelle fraction de son revenu ce consommateur va-t-il consacrer à l'achat du bien 2? Un quart de son revenu, un tiers de son revenu, la moitié de son revenu, les deux tiers de son revenu. Qu'est-ce que nous savons? Nous savons que le revenu du consommateur est partagé en IS1 et IS2. Donc, puisque la fonction d'utilité est IS1 et IS2, nous allons dériver. On sait qu'à l'équilibre, du consommateur, on a l'utilité marginale du bien 1 sur l'utilité marginale du bien 2 est égale au rapport des prix. On sait que P1 égale à P2 qui est égal à 1, donc ici qui est égal à 1. Donc on va calculer l'utilité marginale par rapport au bien 1, c'est-à-dire on va dériver la fonction d'utilité
par rapport au bien 1. UM1 est égal à la fonction d'unité par rapport au bien 1. Donc si nous dérivons par rapport au bien 1 ici, on aura le is1 s'en va, il reste is2 au carré. Is2 au carré. Si on dérive, on calcule l'unité marginale par rapport au bien 2, le 2 descend, donc ça nous donne 2 is1, is2. Et on fait le rapport UM1 sur UM2. On trouve is2 au carré, sur 2 is1, is2. Après simplification, is2, is2, il nous reste is2 sur 2 is1. Donc, qui vient, on pose, on avait dit quoi? Que le rapport des unités marginales était égal à 1, qui est égal à 1. Donc ici, on peut tirer is2 ou is1. Donc cela implique que is2 est égal à is2 divisé par ça égale à 1. Donc ça fait ça, par ça égale à ça, par ça. Donc is2 est égal à 2 is1. Donc, si is2 est égal à 2 is1, nous remplaçons is2 par 2 is1. Et puisque ici, on nous demande au niveau du bien 2, il est plutôt préférable de tirer is1. Donc ici, on dit is1. Donc is1 serait égal à 1 demi de is2. Donc on va remplacer is1 par son expression ici. Si on remplace is1 par son expression, donc si on met 1 demi de is2, on aura quoi? 1 demi de is2 plus 1 demi de is2, ça fait 3 demi de x2. x2. Donc on a R est égal à 3 demi de x2. Donc si R est égal à 3 demi de x2, x2 est égal à quoi? x2 est égal à 2 tiers de R. Donc le consommateur va consacrer 2 tiers de son revenu à la consommation du bien 2, à l'achat du bien 2. Donc ici, proposition A, on dit 1 quart de son revenu, c'est pas correct. 1 tiers de son revenu, c'est pas correct. La moitié de son revenu, c'est pas correct. Petit d, on dit les 2 tiers de son revenu. Effectivement, pour le deuxième QCM, nous prenons le petit d. Cela un peu désordonné, je vais essayer de reprendre de manière méthodique afin de permettre à l'étudiant de pouvoir reprendre cette démonstration. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la fonction d'utilité is1, is2 est égal à is1, is2 au carré. Donc, on veut connaître la décision du consommateur. Donc, on n'oublie pas que la contrainte budgétaire, c'est le revenu est égal à P1, is1 plus P2, is2. Qu'est-ce qu'on doit savoir? À l'équilibre ou à l'optimum, à l'équilibre, on a le rapport des unités marginales, la dérivée de U par rapport à is1 et la dérivée de U par rapport à is2, l'unité marginale, est égale au rapport des prix. Donc, allons-y. L'étudiant commence par calculer UM1. Il va dériver la fonction d'utilité par rapport à is1. Si on dérive par rapport à is1, ça nous donne is2 au carré. Ensuite, il va dériver la fonction d'utilité par rapport à is2. Si on dérive le 2 descend, ça fait 2 is1, is2. Ensuite, il va faire le rapport UM1 sur UM2. Ça fait is2 au carré, 2 is1, is2. On simplifie par is2, donc ça nous donne is2 sur 2, is1. Cela correspond en tant que tel au TMS. Ensuite, on sait que l'utilité marginale, le rapport de l'utilité marginale est égal à P1 sur P2. Or, dans l'énoncé, on dit P1 égale à P2 qui est égal à 1. Puisqu'on dit si les prix des biens sont égaux à 1. Donc, on aura UM1 sur UM2 qui est égal à IS2 sur 2 IS1 qui est égal au rapport des prix. Donc, 1 sur 1, ça fait 1. Donc, cela implique que IS1, si on veut tirer IS1 ici, donc ça fait IS1 est égal à ça, par ça, par ça. Ça fait IS1 est égal à 1 demi de IS2. Nous prenons l'expression de IS1 trouvée ici, nous remplaçons dans la contrainte budgétaire.
on nous donne R est égal à P1. On sait que P1 est égal à 1, après l'énoncé, IS1. IS1, c'est quoi? C'est 1 demi de IS2 plus P2. P2, c'est 1 aussi, donc plus IS2. IS2, ça nous donne 1 demi plus 1, ça nous donne 3 demi de IS2. Donc si R est égal à 3 demi de IS2, IS2 est égal à l'inverse ici, 2 tiers de R. Donc finalement, le consommateur doit consacrer les 2 tiers de son revenu à l'achat du bien 2. Passons à présent au troisième QCM. Ok, on passe à présent au troisième QCM. Ok, donc dans le troisième QCM, on dit la pente de la droite budgétaire, la pente de la droite de budget lorsque le bien Y en abscisse et le bien X en ordonnée est constante et égale à petit a, l'opposé du taux marginal de substitution, petit b, l'opposé du rapport des prix des 2 biens, petit c, l'opposé du nombre d'unités de Y qui doivent être sacrifiées pour acheter une unité supplémentaire de X, soit moins delta Y sur delta X, petit d, réponse B et C, petit e, réponse A et B. Donc on va répondre à ce question. Je reprends l'énoncé. On dit la pente de la droite budgétaire lorsque le bien Y est sur l'axe des ordonnées et le bien X sur l'axe des abscisses est constante et égale à. Donc on va faire la démonstration. Donc prenons un repère. Nous mettons Y en ordonnée, X en abscisse. Voilà la droite de budget. Mais pour construire la droite de budget, on parle de ce qu'on appelle la contrainte budgétaire, qui est R est égal à, si Px est le prix de X et Py est le prix de Y, il y a Px X plus Py Y. Pour déterminer le quotient de la droite budgétaire, on tire Y en fonction de X. Donc, ce qui vaut à Py Y égale, on a fait R moins tout ça, R moins Px X. Quand on tire Y équivaut, ça fait R sur Py moins Px sur Py X. X, Y étant exprimé en fonction de X, on voit que on a une équation de la forme AX plus B et le coefficient de X ici représente la pente de la droite budgétaire. Donc ce qu'il faut savoir, la pente de la droite budgétaire, si on appelle cette pente-là P, est égale à moins Px sur Py, c'est-à-dire à l'opposé des rapports des prix. Ça c'est 1. De manière générale, si on a une fonction, une courbe dans un repère, et nous voulons déterminer la pente est égale à la variation des ordonnées sur la variation de l'abscisse. Donc on va dire P est égal à la variation de Y sur la variation de X. Donc voilà les 2 choses que nous savons sur la pente. Donc réalisons les différentes propriétés. On dit à l'opposé du taux marginal de substitution TMS du consommateur. C'est faux. On compare uniquement la pente de la droite budgétaire à la pente de la courbe d'indifférence qui est le TMS uniquement à l'équilibre. C'est uniquement à l'équilibre du consommateur. Le rapport des prix est égal au rapport des unités marginales. Donc la proposition A est écartée. B, on dit l'opposé du rapport des prix des 2 biens. L'opposé du rapport des prix des 2 biens. Donc le B est juste. Donc pour le 3, on sélectionne le B. Ensuite, on lit le C. On dit l'opposé du nombre d'unités de Y qui doivent être sacrifiées pour pouvoir acheter une unité supplémentaire de X, soit moins variation de Y sur variation de X. Puisque nous parlons de la pente de la droite budgétaire, on voit ici, c'est égal à la variation de Y sur la variation de X. Mais ici, la phrase est juste. De manière économique, la pente de la droite budgétaire correspond à
la variation de Y sur la variation de X. Mais du fait qu'ils ont dit à l'opposé, ça devient faux. Donc C est faux. Petit d, on dit réponse B et C. Du moment où ça C est faux, on ne peut pas prendre la réponse D. Petit e, on dit réponse A et B. Du moment où ça la réponse A est fausse, on ne peut pas prendre la réponse E. Donc finalement, on termine avec 3B. Nous passons au quatrième QCM. Quatrième QCM. On dit si l'utilité marginale du bien X est 25, le prix du bien X est 5 €, l'utilité marginale du bien Y est 15 et le prix du bien Y est 5 € égal alors le consommateur doit prendre un panier de biens qui ne constitue que du bien X quand l'utilité marginale par euro dépensé est plus élevée pour le bien X que pour le bien Y. L'utilité marginale par euro dépensé pour X est plus élevée, donc on va voir d'abord l'équilibre du consommateur. On sait que 4, et c'en est 4, on va voir comment on va résoudre. À l'équilibre du consommateur, selon la deuxième loi de Goossens, on dit quoi? L'utilité marginale, on va dire UMX, l'utilité marginale par prix, les utilités marginales par prix sont égaux. Donc, normalement, le consommateur a l'équilibre lorsque l'utilité marginale de X sur le prix de X est égale à l'utilité marginale de Y sur le prix de Y. Donc, nous, dans notre cas, l'utilité marginale de X sur l'utilité marginale de PX égale à quoi? On dit, si l'utilité marginale du bien X est 25, donc on a 25 ici, le prix du bien X est 5 €. Donc 25 sur 5, ça fait 5. Voyons voir l'utilité marginale de Y sur PY. Donc ici, on a quoi? L'utilité marginale du bien Y est 15, sachant que le prix du bien Y est 5. Donc ça fait 3. On va mettre les deux en opposition. On a UMX sur PX est égal à 5. UMY sur PY égale à 3. Donc ici, on voit que le rapport de l'utilité marginale de X par le prix de X est supérieur à ça. Normalement, si le consommateur veut atteindre l'équilibre, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit soit diminuer cette valeur ou augmenter cette valeur. On sait que sur un marché, les prix sont fixes. Donc, le consommateur ne peut pas influencer les prix. Donc, tout ce qu'il peut faire pour atteindre l'équilibre, c'est modifier les utilités marginales. Donc, ici, puisqu'on a une fraction, l'utilité marginale est où? Il est au numérateur. Donc, pour diminuer, puisqu'ici est grand, on va atteindre cette valeur. Pour diminuer, qu'est-ce qu'il doit faire? Ici, il doit simplement diminuer l'utilité marginale. Donc, si l'utilité marginale diminue, le rapport devient plus petit. Ici, pour augmenter de 3, on veut venir à 5, donc on veut augmenter. Donc, ici, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit augmenter l'utilité marginale de Y. Ça, c'est la première loi de Goossens qui dit ça. Mais la deuxième loi de Goossens, au moins, qui dit ça. Maintenant, qu'est-ce que dit la première loi de Goossens? La première loi de Goossens, qui est la loi des utilités marginales décroissantes, elle dit que, au fur et à mesure que le consommateur consomme une quantité de biens, par exemple le bien X, l'utilité marginale décroît. Donc, pour faire décroître l'utilité marginale, il faut consommer plus de X. Donc, indirectement, pour faire augmenter l'utilité marginale, il faut consommer moins de Y ici. Donc, diminuer ce rapport revient à diminuer l'utilité marginale de X. Diminuer l'utilité marginale de X revient à augmenter la quantité X consommée. De manière inverse, augmenter le rapport ici revient à augmenter le numérateur, sachant que le prix est fixe. Augmenter l'utilité marginale
revient à diminuer la quantité de Y consommée. Allons maintenant vers les différentes propositions pour choisir notre proposition. Petit a, on dit le consommateur doit prendre un panier de biens qui ne contient que le bien X quand l'utilité marginale par euro dépensé est plus élevée. On dit qu'il doit prendre un panier contenant uniquement le panier X quand l'utilité marginale du bien dépensé par euro est plus élevée par rapport à Y. Donc, le A est correct, donc on sélectionne le A. Puisque le A dit on va augmenter X, puisque lui-là est supérieur. On dit quoi le B? On dit l'utilité marginale par euro dépensée pour X est plus élevée que pour Y. Ça, on a vu ici. Et donc, le consommateur devrait choisir un panier de biens avec plus de Y. Non. On dit Y doit être moins, Y doit décroître. Donc, B est éliminé. On poursuit. C. L'utilité marginale par euro dépensée pour X est plus élevée que pour Y. Oui, on voit ça, ça c'est vrai. Et donc, le consommateur devrait choisir un panier de biens avec plus de X, oui, c'est vrai. Et moins de Y pour accroître sa satisfaction, oui. Plus de X, moins de Y, ça va. On peut diminuer ça. On peut augmenter ici et diminuer ici afin de pouvoir atteindre l'équilibre. Donc, C est vrai. D. L'utilité marginale par euro dépensée pour X est plus élevée que pour Y. C'est vrai. Et donc, le consommateur devrait choisir un panier avec plus de Y. Là, cette fois, en même temps, Y doit être moins. Ok, donc pour la quatrième question du QCM, on prend la proposition A et C. Bon, je pense que A, je n'ai pas bien lu, je vais reprendre. Le consommateur doit prendre un panier de biens qui ne contient que du bien X, car l'utilité marginale par euro dépensé est plus élevée pour le bien X que pour le bien Y. Donc ici, on ne prend pas de Y, bon c'est prenable. Donc ici on va conserver la proposition A et la proposition C. Finalement, pour le quatrième QCM, on va conserver uniquement la réponse C. Puisque dans la réponse A, on ne voit pas la substituabilité des biens, du genre moins de X, plus de Y, plus de X, plus de Y. On dit simplement un panier constitué uniquement de X. On sait que le consommateur doit choisir deux biens, le bien X et le bien Y. Donc, finalement, nous allons abandonner la proposition A et nous allons conserver uniquement la proposition C qui dit que l'utilité marginale par euro dépensée pour X est plus élevée que pour Y. On a constaté ici. Donc, le consommateur devrait choisir un panier de biens avec plus de X et moins d'Y pour accroître sa satisfaction. Merci. On va passer à présent au cinquième QCM. Sixième QCM. Le cinquième QCM. Ok. Donc, dans le cinquième QCM, on dit un consommateur comparant des paniers A, B, C et D exprime les préférences suivantes. Donc, selon le consommateur, A est supérieur ou égal à B. A est supérieur ou égal à C. C est supérieur ou égal à D. Premièrement, avant de commencer à répondre aux différentes assertions, donc on va commencer à affirmer. Puisque ici on dit l'action de transitivité permet d'affirmer. On ne va pas regarder les différentes propositions. Que nous permet d'affirmer l'action de transitivité? La transitivité, c'est comme si l'ami de mon ami est mon ami, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Là, ce n'est pas la transitivité. Généralement, la transitivité, c'est la relation qui existe entre toi et moi et la relation qui existe. Si c'est la même relation qui existe entre toi et l'autre, c'est la même relation qui va exister entre moi et l'autre. Indirectement, cela veut dire quoi? Si X est supérieur à, si X est supérieur à Y, Y est supérieur à Z, cela implique d'après la relation de la transitivité que X est supérieur à Z. C'est tout simplement. Donc ici, on a A supérieur ou égal à B, A supérieur ou égal à C, C supérieur ou égal à D. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On doit voir un élément qui se répète dans deux relations afin d'associer deux éléments. Donc ici, qu'est-ce qu'on remarque? Quel est le panier qui se
répète. Ici, on a AB. Ici, on a AC. Donc, A se répète. Le panier A se répète. Le panier C aussi se répète. Le panier B ne se répète pas. Donc, puisque le panier B ne se répète pas, nous n'allons pas utiliser cette relation. Remarquez bien, X intervient combien de fois? 2 fois. Y intervient 2 fois. Z intervient 2 fois. Mais d'abord, c'est Y qui doit se répéter dans 2 relations, faisant intervenir 2 éléments différents. Donc, il reste uniquement cette relation et cette relation. Ici, on dit A est supérieur ou égal à C, C est supérieur ou égal à D, donc automatiquement. Donc, si A supérieur ou égal à C et C supérieur ou égal à D, d'après la relation de transitivité, cela implique que A est supérieur ou égal à D. Donc, regardons nos différentes propositions maintenant. On dit petit a, B supérieur ou égal à C, on élimine. A supérieur ou égal à D, oui, on prend le petit B. Petit B. C, B supérieur ou égal à D, on va revenir dessus pour vérifier. B supérieur ou égal à A, B n'est pas supérieur ou égal à A. On voit clairement que A est supérieur ou égal à B. Maintenant, B supérieur ou égal à D, B supérieur ou égal à D, en aucun lien, on ne peut pas dire. Donc, c'est la seule relation que nous avons ici. Donc, je reprends. Selon la transitivité, on doit avoir 3 paniers chez le consommateur. Le consommateur doit faire face à 3 paniers. Il doit préférer un panier qu'un autre. Et le panier qui est préféré, qui est moins préféré, doit préférer un autre panier encore. Et cela va impliquer que le premier panier qui est préféré sera préféré au dernier panier. Donc, qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit avoir 2 fois un panier, 2 fois l'autre panier et 2 fois. Donc, on doit avoir, chaque panier doit se répéter 2 fois. Donc, généralement, dans ce genre d'exercice, on ne fait que éliminer les paniers qui se répètent une fois. Et on conserve uniquement les relations où les paniers se répètent 2 fois. À la suite, nous utilisons ces relations où ces paniers se répètent 2 fois pour former notre relation de transitivité. A supérieur ou égal à C et C supérieur ou égal à D implique que A supérieur ou égal à D. Passons à présent au 6e QCM. 6e QCM. On dit une courbe d'indifférence représente point, 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 point et sa pente en valeur absolue est égale à point, 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 point. Donc, qu'est-ce qu'il faut connaître sur la courbe d'indifférence? La courbe d'indifférence est une courbe qui vient représenter l'ensemble des combinaisons de biens, c'est-à-dire l'ensemble des paniers procurant le même niveau de satisfaction au consommateur, ou l'ensemble des paniers de biens pour lesquels le consommateur est indifférent. Maintenant, c'est quoi la pente de la courbe d'indifférence? La pente de la courbe d'indifférence, appelée aussi TMS, est égale au rapport des utilités marginales, qui est égal aussi au rapport des prix à l'équilibre de manière économique. Donc, allons-y à la... On va faire 6. Première proposition. Les différentes combinaisons de 2 biens qui procurent le même niveau de satisfaction au prix d'un bien par rapport à l'autre. B. Les différentes combinaisons de biens qui procurent le même niveau de satisfaction au taux marginal de substitution. Donc, on va essayer de compléter. Si on complète les différentes combinaisons de 2 paniers de biens qui procurent le même niveau de satisfaction, ça passe dans le premier pointillé. On va dire une courbe d'indifférence représente les différentes combinaisons de 2 biens qui procurent le même niveau de satisfaction. Donc, pour cela, A est vrai, B est vrai. En voyant C, les différentes combinaisons de biens et services que le consommateur peut acheter. On ne parle pas d'achat. Quand on parle d'achat, quand on parle de pouvoir d'achat, on parle de revenus, on parle de budget. Donc, C même est déjà éliminé. D, les différentes combinaisons de biens et services que le consommateur peut acheter. C et D sont éliminés parce que C et D fait appel à la notion de budget, contrainte budgétaire. Actuellement, nous sommes dans la courbe d'indifférence. Donc, C et D étant éliminés, il nous reste A et B. A et B, la première phrase est juste puisque dans la première phrase, dans les 2 assertions, on retrouve les différentes combinaisons de biens qui procurent le même niveau de satisfaction. Ça, c'est la définition de la courbe d'indifférence. Maintenant, voyons voir sa pente. On dit et sa pente en valeur absolue est égale au prix d'un bien par rapport à l'autre. Ça, c'est pour A. Pour B, au taux marginal de substitution. Donc, sa pente en valeur absolue. Est-ce que ce n'est pas vrai? C'est ce qu'on a dit. La pente de la courbe d'indifférence en valeur absolue est égale au rapport des prix
à l'équilibre uniquement. Donc, retiens ça. Ne faites pas, on va se tromper. Donc, pourquoi A, on va laisser tomber A. On va laisser la proposition A tomber et on va prendre uniquement le B. J'explique pourquoi. Pourquoi on ne prend pas le A? La pente de la courbe d'indifférence, qui est le TMS, égale au rapport des prix, c'est-à-dire au rapport du prix des biens, c'est notre, uniquement à l'équilibre, uniquement à l'optimum. Donc, dit qu'avec affirmation que sa pente en valeur absolue est égale au rapport des prix dans la proposition A, c'est faux. C'est uniquement à l'équilibre, c'est uniquement à l'optimum du consommateur que la pente est égale au rapport des prix en valeur absolue. Donc, raison pour laquelle nous allons abandonner la proposition A. Quant à la proposition B, les différentes combinaisons de biens qui procurent le même niveau de satisfaction au consommateur, cela valide la définition de la courbe d'indifférence. Maintenant, au niveau de la deuxième phrase, on dit et sa pente en valeur absolue est égale au taux marginal de substitution qui est égal au rapport des prix, ce qui est effectivement vrai. Donc, pour la sixième question, nous conservons la réponse B. À présent, on passe à la septième.